Bonjour à tous, si vous nous découvrez aujourd'hui, bienvenue dans le premier épisode de Hors Trace. Hors Trace est un média né d'une conviction simple, les plus grandes leçons d'entrepreneuriat ne s'apprennent pas uniquement dans les livres ou les salles de réunion. Elles se construisent sur le terrain, au contact de l'aventure, du dépassement de soi et de l'inconnu. À travers ce podcast, chaque mois, nous vous emmènerons à la rencontre de femmes et d'hommes qui repoussent leurs limites, qu'elles soient sportives, entrepreneuriales ou humaines. Pour ce tout premier épisode, nous avons choisi de commencer par nous présenter. Fondateur de Hors Trace et du cabinet d'expertise comptable Sherp, depuis les Rocheuses canadiennes, nous allons vous raconter notre parcours, notre vision de l'entrepreneuriat et la place que l'aventure occupe dans nos vies. Bon visionnage. Hors trace, sortir du cadre, simplement. Bon, on est pas mal là mon bonhomme. On est là bien, hein. On est là bien. On n'aurait pas pu rêver mieux en vrai comme décor pour le premier épisode quand même. Ouais, carrément. Moi j'ai la montagne carrément. là-bas. Moi j'ai. Toi, j'ai tu skié peux avoir derrière, celle-là ouais. aussi. Non, effectivement, on est vraiment bien, ouais. Au Canada, seul au monde presque. Ouais, presque, ouais. Presque. Il fait un peu froid mais on est bien, on a sorti les polaires. Carrément. Alors pour l'anecdote quand même, alors pour ceux qui nous écoutent, c'est le premier épisode, mais nous c'est le deuxième qu'on enregistre. Le premier, on a galéré avec la météo. Le deuxième, on galère avec la météo aussi. J'ai un peu l'impression que ça va être ça à chaque fois. Mais là, là je pense le ciel on est pas mal je pense. Carrément, carrément. Du coup, pour commencer, est-ce que tu sais un peu nous présenter qu'est-ce que c'est Hors Trace pour que les gens qui nous écoutent connaissent un petit carrément. peu avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Carrément. Nous ce qu'on a voulu faire avec Simon et en vrai on est ici et ça représente bien. Hors Trace, c'est de pouvoir représenter des parcours d'entrepreneurs qui sortent un peu de l'ordinaire. Et aussi, on a voulu, parce que ça nous représente un peu, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que ce voyage, il nous tient à cœur, pouvoir mêler voyage, entrepreneuriat, dépassement de soi. On aime bien faire un peu de randonnée, quelques kilomètres en randonnée. Et l'objectif, ça va être, avec Hors Trace, finalement, ça va être ça, c'est de prendre du plaisir à recevoir des gens qui se lancent des challenges, se fixent des objectifs et tout simplement ont envie de découvrir de nouvelles choses au travers du voyage, au travers de l'entrepreneuriat. Carrément. Ça va pas être un exercice facile pour ceux qui regardent l'épisode parce que nous on se connaît depuis des années. Donc forcément là, se retrouver face à la caméra alors qu'on a l'habitude de déconner ensemble, de travailler ensemble, forcément c'est pas super facile. Mais l'idée un peu effectivement ça va être de mettre en contexte et de mettre en lien, comme tu disais, le lien entre l'entrepreneuriat et le dépassement de soi. Mais avant aussi ça va être de montrer qui on est, que les gens qui nous écoutent sachent un petit peu qui on est pour que ce soit le plus clair pour eux dans leur esprit et puis qu'ils sachent un peu plus après comment on va pouvoir s'intéresser à chaque invité, pourquoi on les invite, etc. Carrément. Ce qu'on va faire dans un premier temps, déjà on n'a pas mis dans le contexte, mais effectivement on est dans les Rocheuses canadiennes. Ça fait une petite semaine qu'on est là avec Kevin. Plein de randos à droite à gauche, des randos pas faciles pour le coup. On prépare des trails, etc. Mais on pourra en parler peut-être un peu plus après. Là on est au lac Minnewanka, qu'on peut voir juste derrière. Donc c'est la partie qui est vraiment chouette. On a choisi ce lac parce que c'est pas le lac le plus touristique qu'il y a ici dans les Rocheuses. On est pas mal là. Et, effectivement, c'est super sympa. Pour commencer, du coup, Kevin, est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes? Ouais. Je me présente comme on se présente pendant les rendez-vous On peut faire ça, avec le cabinet. Moi c'est Kevin du coup, 28 ans, expert comptable depuis quelques mois, depuis début 2026 pour poser un peu la temporalité parce qu'on ne sait pas quand les gens regarderont l'épisode, mais depuis 2026 j'ai la chance de faire partie de la profession d'expert comptable après un long parcours d'études de 8 ans. Donc voilà, moi l'idée c'est toujours été passionné d'entrepreneuriat, c'est pour ça que j'ai voulu me lancer dans ce parcours d'expert comptable, vouloir accompagner les entrepreneurs dans le développement de leur entreprise, que ce soit les aspects fiscaux, l'optimisation, le pilotage financier. Moi c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Et puis l'économie de façon générale, hein, c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Moi, je sais pas pourquoi. J'ai pas de parents entrepreneurs pour le coup, je viens d'un milieu plutôt modeste, mais j'ai toujours eu ce truc de vouloir déjà bien gagner ma vie en vrai, on va pas se mentir. Et puis ouais, de se donner je sais pas, pouvoir développer une entreprise, je trouve ça hyper vaillant en fait. Et je trouve ça hyper fort de pouvoir développer une entreprise. Carrément, ouais, carrément. Moi, ça m'a toujours un peu marqué depuis qu'on se connaît. Tu as toujours été passionné de l'univers de l'entrepreneuriat. Ouais. C'est vrai que quand on parle autour de nous, souvent, il y a des gens qui sont passionnés de sport, il y en a qui sont passionnés d'art, de plein de choses différentes. Toi, ça a toujours été l'entrepreneuriat depuis le début. Ça vient d'où un peu cette passion-là de ton côté? Justement, tu vois, je sais pas trop. En vrai, ça a commencé, tu sais, quand t'es à l'école et quand tu dois commencer à choisir un peu des spécialités. Moi, je savais pas trop ce que je voulais faire. Au départ, je voulais, moi, je suis assez patriote en fait, et je voulais partir à tout prix dans la gendarmerie. Ok. Rien à voir.
Je sais même pas si on, Tu vois, j'apprends des trucs, du coup, c'est fou. on s'était jamais dit. Mais moi, jusqu'en première, je voulais devenir gendarme. Ouais. Déjà parce que scolairement, c'était pas mon truc, j'avais pas envie de travailler à l'école. Moi, c'était plutôt les jeux vidéo, mon truc. Ça, tu le sais. Carrément, ouais. Call of Duty. Donc là, pour le coup, ça se rapproche un peu du milieu du gendarme. Et à un moment donné, il y a eu un déclic. Et donc, un professeur, en fait, je me suis orienté vers la filière économie et sociale, qui était bac ES à l'époque, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis après, de fil en aiguille, en fait, moi, mon truc, ça a été au début vouloir gagner de l'argent. Ouais. Parce que milieu modeste, j'ai souvent vu mes parents se priver quand même. Nous, on est peu partis en vacances. Mes souvenirs en vacances avec mes parents, je suis parti une fois en vacances, je pense, à la plage, tu vois, un truc classique. Mais par contre, j'ai jamais été. Mes parents se sont beaucoup privés pour moi, tu vois. Et donc, j'ai toujours eu cette volonté de vouloir beaucoup gagner ma vie. Et en fait, dans ma tête, ça a été, à un moment donné, j'ai voulu être trader, j'ai voulu être banquier, j'ai voulu, tu vois, les trucs, les métiers qui font un peu rêver quand tu vois au cinéma. Et de fil en aiguille, bon, j'ai pas pu être trader, et au final, peut-être tant mieux. Les choses ont fait que je suis arrivé dans le parcours d'expertise comptable et que j'ai pu finalement ouvrir un cabinet d'expertise comptable et devenir mon propre patron. Et finalement, en fait, je pense que le destin a bien fait les choses parce que du coup, moi, je suis passionné par quelque chose maintenant. Ouais. Je sais que je vais bien pouvoir gagner ma vie grâce à ce métier. C'est un métier de passionné et c'est un métier aussi de motiver, quoi. Donc voilà, en fait, ça s'est fait un peu naturellement comme ça. D'abord motivé du coup par l'argent avant de Ouais, penser à la compta. en vrai, c'était surtout motivé par l'argent. Ça a évolué depuis. Alors, même si je pense que l'argent a une place importante dans le bonheur, on se pose toujours la question de est-ce que l'argent fait le bonheur ou pas? Moi, je pense que oui. Pas que, parce que la santé est primordiale. Bien sûr. Mais tu vois, des voyages comme ça, par exemple, faut pas se mentir, mais bon, tu peux le faire avec peu d'argent, Ouais. mais tu peux pas le faire avec zéro argent. Bien sûr, bien sûr. Donc, tu vois, si on n'avait pas un minimum d'argent, si on gagnait pas un minimum notre vie, on n'aurait pas pu faire ce voyage, on pourrait pas se permettre de vivre des moments comme ça. Et donc rien que ça participe au bonheur. En fait, disons que l'argent, ça te permet aussi un peu d'ouvrir ton esprit sur plein de choses, parce qu'il y a plein de choses que tu n'imagines même pas quand tu restes un peu bloqué où tu es, Ouais. ou que tu n'explores pas toutes les possibilités. Et au final, tu te rends compte que en fait, il y a plein de choses qui s'ouvrent à toi et ça te permet de vivre des choses qui sont complètement différentes. Et tu te rends compte que effectivement, ça fait pas le bonheur, mais ça y contribue énormément. En tout cas, moi, je trouve que c'est hyper important aussi. Moi, au-delà en fait en fait, pour moi, l'argent, c'est liberté. Et moi, j'ai toujours voulu être libre, de quelque manière que ce soit. Et l'entrepreneuriat en fait partie. En fait, c'est être libre, tu vois, de ne pas avoir de patron au-dessus de soi. C'est une forme de liberté. Et l'argent, en fait, te permet d'avoir une certaine forme de liberté sur plein d'aspects. Si tu veux aller à tel endroit, tu y vas. Si tu veux acheter telle chose, tu le fais. Si tu veux acheter, je sais pas, si tu veux manger à tel endroit, tu manges à tel endroit. Ouais. Et c'est ça, cette liberté-là que tu peux avoir. Bien sûr. Ça vaut tout l'or du monde pour moi. Bien sûr. Moi, effectivement, alors on en reparlera un peu plus après, mais moi, c'est plus cet aspect-là qui m'a motivé de ce côté-là, c'est la partie liberté. L'argent, effectivement, c'est important, mais le fait de pouvoir être libre, de pouvoir profiter de plein de choses différentes et de ne pas être bloqué dans ton train-train quotidien, même si je pense que c'est important d'avoir une routine, moi, c'est vraiment ce qui m'a motivé de mon côté à me lancer aussi. Du coup, avant d'être à ton compte, forcément, avant qu'on lance Sherp, puisqu'on en reparlera tout à l'heure, est-ce que tu peux juste résumer rapidement ton parcours pour que les gens puissent savoir? Sur le parcours, donc moi, sur le parcours scolaire, donc bac ES, comme je l'ai dit juste avant, j'étais très mauvais à l'école, comme je disais, et après déclic, j'ai réussi à avoir mon bac ES mention très bien. Et à partir de là, j'ai toujours été bon dans les études sans trop en faire. Je me suis toujours contenté du minimum. Et donc après, bac ES, donc je suis rentré, j'ai voulu faire une école de commerce d'abord. J'avais de grosses ambitions. J'avais visé une école du top 3 en France, même top 3 international, qui est l'EDEC. Ouais. Et je devais faire une prépa avant que j'ai pas pu valider. Parce que tu sais, avant le bac, souvent ces écoles-là, c'est sur admission au concours. Oui. Et en fait, juste après le bac, tu as 2 ans qui te préparent pour passer ces concours-là. Ouais. En gros, tu te retrouves vraiment dans une école où limite ça forme enfin, l'élite, tu vois, c'est vraiment, tu travailles de 8h à 22h le soir, tu tapes que des sales notes parce que c'est un peu dans le parcours, c'est un peu volontaire de se dire, on va leur mettre que des sales notes comme ça, ils vont s'y habituer et quand ils auront une bonne note, en fait, ils vont toujours aller chercher plus loin, quoi. Je comprends. Bon, sur dossier, malheureusement, puisque moi, mes premières années étaient mauvaises, j'ai pas été accepté. Donc je me suis retrouvé finalement à aller vers la fac. Et donc fac plutôt gestion, où tu découvres un peu tous les domaines de la gestion, finalement. Tu retrouves de l'expertise comptable, du marketing, de la finance, du commerce.
Et après, petit à petit, du coup, je me suis spécialisé sur la compta. Donc master en compta, diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, qui est un autre master à côté que tu valides grâce au master CCA, qui est comptabilité contrôle audit. Et après, stage expertise comptable Ok. pendant 3 ans. Donc globalement, 8 années d'études après le bac, Ouais. parsemé quand même d'expérience pro. Parce qu'en fait, souvent, on est appelé expert comptable stagiaire avant de devenir expert comptable. On n'est pas vraiment stagiaire, en fait, on est en CDI dans une entreprise, un cabinet. Et en fait, tu fais comme ça ton expérience, et après, tu passes des épreuves. Donc là, moi, ça s'est terminé il y a peu, hein, mine de rien. Je suis sorti des études quasiment à 28 ans, parce que j'ai 28 ans aujourd'hui. Quand j'ai eu le diplôme, j'avais 27 ans, donc ça fait pas mal de temps après le bac. Et donc, entre deux, pendant le stage et puis jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu différentes expériences en cabinet d'expertise comptable, notamment, accompagné notamment en commissariat aux comptes au départ sur des grosses boîtes, plutôt des sociétés qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires, où là, le but, ça a été de contrôler les comptes des sociétés, certifier que les comptes sont sincères, ce qu'on appelle l'image sincère en comptabilité. En fait, il faut que les comptes soient sincères à la réalité économique de la société. Donc ça, grosse expérience, surtout en revue de process, c'est intéressant pour comprendre les flux économiques. J'ai beaucoup aimé cette expérience parce que, en fait, on t'apprend à transformer un flux économique, vraiment, tu sais, une vente, Mhm. comment ça va se matérialiser en tâches et ensuite en écriture comptable. D'accord. Et au moins, Ok. ça te permet de te dire, bah, dans une écriture comptable, en fait, c'est pas juste une écriture. Une écriture comptable, au départ, c'est juste la transcription chiffrée d'une opération économique. Ouais. Une vente, un achat, une opération bancaire. Donc ça, hyper formateur sur des super belles boîtes. Ça a duré quelques années. Après, j'ai voulu plutôt m'orienter sur de la start-up, plutôt que créateur d'entreprise, parce que moi, c'est ce qui m'intéressait vraiment beaucoup, la création Mhm. d'entreprise. Petit à petit, je sais pas, j'ai eu ce goût pour la création d'entreprise, et notamment la start-up. Pas toujours évident parce que tu es souvent confronté à des situations compliquées. Hein. Les startups, tu vas en avoir une sur 10 qui va fonctionner, donc 9 sur 10 où tu es sur des situations financières difficiles. Mais c'était hyper enrichissant. Pour continuer dans l'environnement startup, là, je travaille depuis peu et j'ai travaillé quelques temps chez Penny Lane. Ouais. Certains connaîtront en écoutant certainement le podcast, qui est un logiciel de gestion, de comptabilité et de finance pour les experts comptables et ses clients, donc les chefs d'entreprise. Avant de pouvoir lancer Et oui. avec toi Sherp et cette fameuse aventure entrepreneuriale qui nous lie tous les deux du coup. Ouais, carrément. Alors juste petite parenthèse, du coup tes parents te poussaient sur ce côté faire des études, bien travailler à l'école, etc. Ou est-ce que ça a vraiment été un choix de ton côté? Est-ce qu'ils te laissaient faire un peu ce que tu voulais, etc. Comment ça se Ouais, passait toi non, dans ton foyer? pas trop, je t'avoue. Moi, mes parents, ma mère, mes parents n'ont pas le bac. Mhm. Ils ont commencé à travailler tôt en faisant des petits boulots à droite à gauche. Donc ils m'ont jamais mis trop de pression. Après, comme tous parents, ils te disent bah faut bien travailler à l'école. Bien sûr. Mais quand je ramenais des mauvaises notes, bon, je me faisais gronder, mais sans plus quoi. J'ai jamais Ouais. senti de pression particulière en soi. Il fallait que je me bouge moi-même, entre guillemets. Et tu vois, moi, mes frères et mes sœurs n'ont pas fait beaucoup d'études. Ouais, Ça n'a pas dérangé mes parents. Après, c'est des choix. Chacun fait un peu sa vie. Hein. Il y en a qui sont faits pour les études. bien sûr. Il y en a qui sont pas faits pour. Moi, je pense qu'en fait, j'étais ni fait pour. Et c'est juste à un moment donné, je me suis dit, bah, il faut le faire parce que je veux bien gagner ma vie. J'avais cette ambition-là. Et donc, je me suis un peu forcé, tu vois. Je dis pas que j'étais fait pour les études, mais juste, je me suis motivé, quoi. Par contre, ce qui est fort, c'est que tu as pris conscience de ça très tôt. Tu vois, souvent quand tu passes le bac, tu as 17 ans, c'est un peu le dernier des trucs auxquels tu penses. Ouais. Tu vois, on pense tous un peu à sortir, à faire la fête, etc. Toi, tu t'es très vite mis une déterre et motivé à justement à travailler et à prendre ta vie en main. Alors que tu vois, contrairement à toi, moi de mon côté, à 17 ans, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire et Ouais. c'était vraiment la dernière de mes priorités. Tu vois, donc c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'avait marqué un peu quand on était au lycée, parce qu'on se connaît un peu quand même depuis le lycée. C'est que ça se voyait avec d'autres amis que voilà, vous étiez là pour en découdre, Ouais. que vous vouliez qu'une chose, c'était gagner des sous et Ouais, aller au bout, quoi. Donc ouais, ça, c'était assez marquant, quoi. il y avait un peu de ça quand même. Trop bien, trop bien. Et bah, à la limite, toi, je te propose aussi de te présenter Ouais, rapidement, au carrément. moins pour te Carrément. présenter un peu, quoi. Je vais faire le même principe que toi, hein, Vas-y. comme quand on se présente. Alors moi, du coup, Simon, 28 ans, absolument rien à voir avec le domaine de l'expertise comptable de base. Hein. J'ai eu un bac STMG. J'étais un peu un élève, on va dire, perturbateur à Ouais. l'école. Perturbateur, mais dans le sens où je pouvais avoir des très bonnes notes sans travailler. Ça, c'était un gros Ouais. avantage pour moi. Je séchais beaucoup les cours. J'allais pas beaucoup à l'école, mais par contre, j'ai eu mon bac mention bien sans trop aller en cours. Donc j'avais beaucoup de facilité, que ce soit en langue, que ce soit un petit peu sur toutes les matières, etc. À l'issue du bac, du coup, moi, j'ai pris la décision de partir de chez mes parents. Je suis parti chez mes parents à 17 ans.
Je suis parti très très tôt prendre mon indépendance. Par contre, j'étais complètement perdu sur ce que je voulais faire. Je me suis dit, bah voilà, j'ai des facilités en langue. Je pense que ça va forcément servir plus tard. Donc, j'ai décidé de partir en licence de langue, donc licence langue étrangère appliquée avec une option de commerce international. Et j'ai pris un tournant au bout de ma deuxième année de fac parce que je regardais derrière moi, je me disais je savais pas du tout ce que je voulais faire. En plus la licence en soi n'avait pas trop de débouchés, sauf si tu voulais être prof et moi c'était pas pour moi puisque j'aimais pas l'école. Donc j'ai eu un petit déclic et je me suis dit que je voulais voyager. C'était vraiment moi, mon gros déclic. Pourquoi? Je suis tombé de base sur une vidéo YouTube qui m'a mis un déclic. Alors pour ceux qui connaissent, un YouTuber qui s'appelle Adam Horowitz, qui est un entrepreneur américain, qui est l'entrepreneur le plus jeune à avoir été millionnaire, qui est tombé millionnaire à partir de 15 ans. Et en fait, dans cette vidéo, il parlait du fait qu'il n'y avait que 27 000 jours à vivre dans une vie. Et que chaque jour qui était vécu, il fallait en profiter en fait, tout simplement. Et surtout qu'il était perdu après. Et donc je me suis un petit peu pris un déclic là-dessus en me disant, j'ai 17 ans, j'ai pas fait grand-chose de ma vie, je sais pas ce que je vais en faire. Et par contre, moi j'avais une sœur qui avait un parcours un petit peu particulier, qui est cascadeuse, qui travaille avec différentes sociétés de production, Netflix et compagnie. Et je voulais un peu prendre ma vie en main aussi, vivre des trucs de mon côté. Et j'ai décidé de quitter la fac, du coup, sur ma deuxième année de fac, et de me dire que j'allais partir voyager avec le peu d'économies que j'avais. Donc à l'époque, on était sur les débuts d'Instagram pour le coup. Donc moi, j'étais un peu passionné de photos de par la passion de mon père également. Je commençais un petit peu à me débrouiller, à développer un peu de monde aussi sur les réseaux, etc. Et je me suis dit, je vais essayer de mettre ça à profit. Donc j'y suis allé au culot, j'ai monté une agence, un premier parcours entrepreneurial. Du coup, j'ai monté une agence où je mettais en relation des photographes avec différentes marques, avec différents hôtels. C'était vraiment les prémices, on va dire, de Instagram avec les partenariats, etc. C'est pas du tout ce qu'on connaît maintenant. Et ça a fini par exploser sur les 2 premiers mois. Je m'y attendais pas du tout. Et comment tu t'es dit, toi, à un moment donné, j'ai envie de me lancer sur Instagram? Enfin, c'est quelqu'un qui t'a motivé, ou parce que faut se dire, tu vois, c'était un métier, comme tu l'as dit, c'était un truc pas connu. Donc, en fait, je me disais, tu vois, je regardais comme tout le monde un peu les réseaux, etc. Je voyais, moi j'étais passionné des Américains qui voyageaient, etc. Et c'était toujours le même principe, ils voyageaient dans des hôtels de luxe et puis ils pouvaient partir gratuitement parce que ils arrivaient à faire des belles photos, des belles vidéos. Et je me disais, mais pourquoi pas moi, tu vois? Alors que j'étais, tu vois, je prenais des photos avec mon téléphone, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Je me suis juste dit, je vais y aller au culot, tu vois, je vais essayer d'envoyer 3-4 mails à droite à gauche pour voir si ça peut prendre. Et j'ai eu des retours positifs. Et là, en fait, tu vois, à 17 ans, je me suis dit, c'est dingue parce que je vais pouvoir voyager gratuitement. Des trucs qui, pour moi, voyager à l'époque, ça me paraissait complètement impensable. Tu avais 0 abonné à ce moment-là sur Instagram? Rien du tout. Sur comment ils ont… Ça a commencé par des partenariats avec des petits partenariats. Tu vois, des tatouages éphémères, Okay. des trucs comme ça qui étaient complètement inutiles, tu vois. Et je me suis dit, je peux avoir des trucs gratuits, c'est fou. Puis j'ai commencé, j'ai continué. Ça a pris 3-4 mois. Et sur quelle base ils te faisaient confiance, du coup, les photos. Tu vois, les photos. Et pourtant, toi, tu faisais des belles photos, tu avais déjà le skill de la photo. C'est ça, on va dire ça. Tu vois, j'aimais bien. Il y avait beaucoup de storytelling. Moi, je suis un commercial, on en parlera après, mais j'ai toujours réussi un peu à me mettre en avant là-dessus. Donc, je faisais des beaux mails, je faisais un bon storytelling derrière, je montrais mes photos. Parfois, je montais aussi un petit peu, on va pas se mentir, sur le fait que je travaillais avec telle ou telle marque. C'était pas forcément vrai sur le début, tu vois. Et ça finissait par marcher. Et puis après, j'ai réussi à me construire au fur et à mesure un portfolio. Donc, j'ai créé mon agence. On avait à peu près 75 photographes qu'on accompagnait. Et le gros déclic a été le fait qu'on a une marque de lunettes de soleil, sans les citer, qui nous ont fait confiance et qui nous ont mis en main du coup toute une campagne publicitaire avec un budget alloué et du coup la possibilité d'emmener du coup autant de photographes que je voulais pour créer du coup toute cette campagne. Donc là, à cette époque, il faut garder en tête que j'avais 18 ans. 18 ans, j'avais ça sous les mains, moi j'avais une pression monstre sur les épaules, surtout que j'avais jamais pris une photo avec un appareil photo. Du coup, c'était des projets entrepreneuriaux déjà, quoi. Exactement, c'est ça. Mais un peu malgré moi, tu vois, c'était plus, moi je veux voyager, je veux faire ça, et du coup c'est ça qui m'a amené. Tu te rendais pas compte ça. un peu que c'était, en fait, toi, tu n'avais pas notion à ce moment-là que c'était un truc d'entrepreneur, quoi. Exactement. C'est un peu ça d'ailleurs qui a causé ma perte après, parce que je me comportais vraiment comme un passionné. Moi, je voulais partir, c'était très égoïste et je pensais pas aux autres, tu vois. Et donc du coup, j'ai eu ce projet-là entre les mains. Ça a été absolument dingue. On est parti dans les Dolomites. On a monté toute une campagne publicitaire sur cette partie-là et c'était trop chouette. Et là, quand je suis rentré, je me suis dit, mais il faut pas que j'arrête, tu vois, c'est trop bien. Donc j'ai complètement arrêté la fac, j'ai arrêté les études. J'ai pris un billet d'avion, je suis parti à Bali. Ça, c'est ton premier gros voyage. Premier gros voyage tout seul. Un peu pareil, le gros déclic. Et c'est ça qui m'a donné un peu le goût de déjà l'entrepreneuriat, parce qu'à l'époque, Bali, c'était un peu un repère de tous les entrepreneurs qui venaient sur place, les digital nomades, comme on les appelle maintenant, qui travaillent de leur côté.
et surtout tu goûtais un peu la liberté, tu vois. Tu passes de 10 ans de ta vie à être à l'école de 8h à 18h tous les jours à t'es libre comme un fou parce que tu te balades en scooter, parce qu'il y a la plage, parce qu'il fait 40 degrés toute la journée. Je me suis dit, ok, je veux que ma vie ce soit ça tout le temps, je veux en profiter un maximum. Donc ça a été un petit peu la première étape de mon parcours. Et puis ensuite, la partie entrepreneuriale a coulé pour X ou Y raison, ça s'est pas très bien passé. Manque d'expérience, quoi. Manque d'expérience, l'insouciance aussi. Exactement. J'avais 18 ans, mauvais management de mon côté, etc. Donc tout s'est arrêté. Puis en vrai, dans ça, tu n'avais pas forcément d'objectif à ce moment-là. Tu t'es pas dit que tu allais. Enfin, tu vivais un peu au jour le jour, quoi. En fait, je pense que quand tu entreprends, il faut avoir un objectif derrière, il faut savoir pourquoi tu le fais. Parce que mine de rien, c'est ni quelque chose de facile, ni quelque chose dans lequel tu es dans un confort permanent, tu vois. Et moi, je le faisais juste parce que je voulais partir en voyage. Donc c'est pour ça que ça a fini par s'arrêter de mon côté, malgré le fait que ça marchait très bien. Donc j'ai continué un peu tous ces skills de photo parce que je me suis dit que je voulais continuer à voyager. Et après, du coup, j'ai eu un parcours un peu plus classique. Donc je suis revenu en France pendant le Covid. J'ai rencontré ma femme, du coup Lisa. D'ailleurs, tu es notre témoin de mariage. Hein. Un détail. C'est ça. Et puis ensuite, parcours un peu plus classique. J'ai fait un peu le point sur ce que je voulais faire. Je voulais gagner de l'argent aussi. J'avais pas de diplôme. Je me suis dit, le meilleur métier, c'est d'être commercial dans un premier temps. Ouais. C'est pas faux. Il n'y a pas de secret. Si tu n'es pas trop timide et que tu as un peu de bagou, tu peux gagner ta vie en étant commercial. C'est vrai que l'aspect commercial, quand tu l'as commencé, finalement, en fait, c'est un peu sorti de nulle part en soi. Parce que, en vrai, tu as eu de la chance aussi à ce moment-là qu'on te fasse confiance sur un poste de commercial parce que tu n'avais pas fait d'études de commercial Clairement. en soi. Après, je pense que le commercial, c'est aussi le boulot où tu peux, juste par l'expérience et par tes résultats, pas juste par un diplôme, tu vois, trouver quelque chose et puis te prouver que tu es bon dans ce domaine. L'avantage qu'il y a dans ce métier, c'est qu'il y a beaucoup de turnover, donc forcément ça recrute beaucoup. Moi j'étais commercial dans les cuisines, bon tu connais du coup, mais pour ceux qui nous écoutent, commercial dans les cuisines, donc c'est un métier qui demande beaucoup de skills pour le coup, mais par contre très peu d'expérience dans un premier temps, c'est l'avantage, mais par contre qui est très rémunérateur. Donc je m'y suis vraiment plu pendant à peu près les 3 premières années. Et puis du coup mon goût de liberté m'a un peu rattrapé dans un premier temps. J'étais un peu perdu dans ce que je voulais faire, je voulais repartir voyager, mais en même temps je commençais un peu à m'installer ma petite vie ici dans le nord pour le coup, donc j'avais pas envie de partir indéfiniment non plus. J'avais envie de construire une carrière parce que encore une fois je voulais pas rester commercial toute ma vie. Moi mon papa il était commercial pendant 30 ans et il s'est plaint de son métier pendant 30 ans. Tu avais quand même l'aspect commercial, c'est quand même lié par rapport à ton père ou pas du tout? Parce qu'en fait mine de rien, tu vois, ton père, t'en parles pas beaucoup mais il t'a inspiré quand même pas mal sur la photo, du coup j'ai l'impression. Là, l'aspect commerce qui revient. C'est ça, en fait si tu veux, j'avais une très mauvaise image du métier. Parce que mon père il s'est plaint de son métier pendant 30 ans et parce qu'il gagnait pas sa vie, parce qu'il avait du mal, parce que les horaires c'était difficile, etc. Mais en même temps, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je viens d'une famille où personne n'a fait de grandes études, tu vois. Personne n'était un peu dans cet esprit de il faut aller chez HEC, il faut aller faire des decks, il faut faire plein de choses pour réussir sa vie. Pour moi, c'était un peu, si tu as un master, tu vas finir dans une grande entreprise, alors que c'est pas le cas, tu vois, la réalité. Donc voilà, je me suis retrouvé vraiment là par hasard. Ça a été très rémunérateur et je me suis rendu compte que j'aimais bien ce métier parce que, encore une fois, le bagou, le fait de parler avec les clients, la relation client, etc., c'était quelque chose qui était vraiment très bien. Mais forcément, je voulais pas faire ça toute ma vie parce que c'est pas un métier dans lequel tu fais une carrière pendant 30 ans. Donc j'ai voulu un petit peu me développer. J'ai fini par rentrer comme toi du coup en start-up, donc dans une boîte qui s'appelle EF Éducation pour le coup, dans lequel je faisais du commerce mais à l'international. Donc ça a lié un peu mes deux passions. Je me suis dit que c'était génial parce que j'allais vendre des voyages à l'étranger, j'allais parler anglais toute la journée, c'était mon plus gros skills à ce moment-là. J'allais aussi commencer à manager un petit peu des personnes parce que j'avais des commerciaux sous mon aile, etc. Donc ça commençait à m'intéresser. Donc EF c'est quand même une boîte avec 50 000 salariés et je pense que tu l'as connu chez Penny Lane. Quand tu rentres dans l'univers de start-up, c'est aussi hyper enrichissant sur cette partie-là, donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment kiffé. Ça te donne aussi un petit peu de la vision sur une future carrière qui est possible, etc. Donc j'ai fait 1 an là-bas et ensuite du coup plus dernièrement avant qu'on s'associe, du coup responsable commercial dans une autre start-up, donc qui est une école également qui était concurrente pour le coup, où là j'ai géré des commerciaux, toute une partie budgétaire, etc. sans trop rentrer dans les détails. Et puis voilà, du coup me voilà avec toi. Improbable quoi. Ouais, parcours un peu particulier, effectivement. Ouais. Et en fait, parce qu'après ce qui nous rejoint aussi au début, je pense, en vrai c'est le souhait de liberté quand même. Nous rejoint au début. Tu vois, toi tu as direct aimé le voyage et en fait pourquoi? En fait toi tu bosses aussi essentiellement parce que tu aimes voyager. C'était ça, je pense que c'est ça aussi ton objectif principal de gagner de l'argent, c'est de faire des voyages. Et je pense que c'est un peu effectivement mon objectif aujourd'hui, c'est au-delà d'aller faire des voyages, c'est vraiment le côté
moi, plus tard, mon plus grand rêve, on en parlera tout à l'heure, c'est trouver une maison à l'étranger, pouvoir travailler 6 mois en France, 6 mois ailleurs, tu vois, être vraiment libre dans ce que je fais et puis continuer à m'imprégner de ces cultures parce que moi, ça m'a tellement enrichi ici, ça m'a tellement enrichi et ça m'a tellement construit. En fait, ça a été tellement un déclic quand je suis parti de la fac et ça m'a ouvert sur plein de choses que j'ai envie de faire vivre ça à mes enfants plus tard. Et je trouve que c'est la vie, quoi, tout Ouais, trop bien. simplement. Et effectivement, on n'en a pas parlé également, mais dans mon parcours, du coup, j'ai aussi fait un livre. Ça a un petit peu joint sur ma partie. J'ai toujours eu un petit peu deux casquettes, c'est-à-dire que j'ai gardé cette casquette commerciale et carrière classique et une carrière un peu plus entrepreneuriale, bien que ce ne soit pas forcément très rémunérateur, mais plus pour aller chercher justement du voyage et de la liberté. Donc j'ai créé un livre qui s'appelle Au sommet de soi, qui est publié aux éditions Dashbook, qui est un petit peu partout en France maintenant, qui retrace justement ces 6 années de voyage que j'ai fait, de l'Afrique du Sud, vers la Laponie, vers les États-Unis, enfin voilà, un petit peu partout, où je raconte dans un premier temps cette partie entrepreneuriale qui m'a poussé à me lancer dans la photo, et dans un second temps du coup la partie un peu plus personnelle qui m'a poussé à continuer à voyager, quoi. Trop bien. Trop bien, trop bien. Et en vrai, le destin fait bien les choses parce qu'en soi, tu vois, aujourd'hui, je pense que si tu n'avais pas eu ce parcours-là, on aurait eu une difficulté, on aurait pu difficilement se rejoindre sur un projet Ouais. parce que l'expertise comptable, c'est un monde à part, quoi. Ouais, carrément. Et donc en fait, c'est pour ça que ce qui peut joindre l'expertise comptable finalement dans une boîte, c'est l'aspect commercial. Carrément. Et moi, j'ai toujours été un peu frustré, tu vois, quand j'avais des clients. Et on en a déjà parlé. Et moi, j'étais hyper frustré de voir des clients qui n'arrivaient pas à développer leur boîte. Et donc moi, je devais tenir la compta, mais en fait, j'avais pas grand-chose à tenir parce que, à part des achats, il n'y avait pas de vente, il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas d'ambition. Enfin, si, il y avait peut-être des ambitions, mais en tout cas, il n'y avait pas les moyens de les atteindre. Il n'y avait pas de stratégie. Euh, et tu vois, quand tu es expert comptable, tu peux difficilement aussi te positionner sur des conseils commerciaux parce que commercial, c'est toujours un peu mal vu. Profession d'expertise comptable, c'est beaucoup de déontologie quand même, c'est une profession réglementée, il faut faire attention à ce qu'on met en avant. Et tu peux pas accompagner n'importe qui, n'importe comment. Carrément. Et en fait, c'est pour ça que quand toi, tu es venu vers moi, parce que c'est toi qui finalement m'a proposé l'association. Et moi, je réfléchissais à un projet. Tu savais que je voulais créer un cabinet d'expertise comptable, mais plutôt différent. Et finalement, quand tu es revenu vers moi avec ce projet-là, de pouvoir associer nos compétences commerciales, expertise comptable, pour pouvoir accompagner les entrepreneurs de façon un peu globale, hein. Et puis après, on ajoutera, on se l'est dit, mais on ajoutera d'autres services, parce Bien que sûr. notre but, c'est de pouvoir accompagner le chef d'entreprise sur son patrimoine, sur son marketing, sa progression de vente, son pilotage financier, sur les sujets d'IA aussi qu'on évoque et qui seront déterminants dans les années à venir. Mhm. Euh, donc en fait, c'est trop cool qu'on se soit retrouvé là, à ce moment-là. Carrément. Pour mettre les gens un peu dans le contexte du coup, parce que forcément là, les gens ne savent pas trop, mais donc effectivement on a ce podcast qui s'appelle Hors Trace, Ouais. où là c'est plus nous un kiff personnel, hein, on va pas se En fait, mentir. en soi, et voilà, on le fait par plaisir. L'idée, c'est de pouvoir, en fait, on s'enrichit en discutant avec les gens. Et C'est ça, ça. je pense qu'en fait, ça a n'importe quelle valeur, quoi. Ça rapproche un petit peu justement ce que j'ai aimé aussi pendant le voyage, c'est ce côté rencontre, parler avec des gens avec qui on n'aurait pas forcément parlé de base, ou en tout cas très peu. Et le fait de pouvoir rentrer un peu plus dans leur intimité, découvrir pourquoi ils ont entrepris, etc., c'est hyper enrichissant. Donc effectivement, on a Hors Trace. Et ensuite, de l'autre côté, donc, on a Sherp, qui est le cabinet d'expertise comptable qu'on possède aujourd'hui. Ouais. Donc effectivement, quand moi je suis venu vers toi, j'avais un peu d'appréhension, on va pas se mentir, parce que le métier de comptable, comme tu disais, c'est un métier qui est très opaque. Ouais. C'est un univers qui me ressemble pas du tout, parce que de toute façon on le voit là, hein, on n'est pas du tout en costard cravate, loin de la dégaine des experts comptables C'est habituels. clair que Et puis moi, du haut de mes 2 ans d'études après le bac, forcément, je me sentais pas hyper légitime. Par contre, j'étais certain de pouvoir apporter des choses à la profession qui étaient un peu différentes de ce qu'on avait l'habitude de voir, et Carrément. c'était un petit peu notre ambition. Donc à la limite, si jamais tu veux juste expliquer dans les grandes lignes ce qui est Sherp, comme ça, encore une fois, les gens puissent se rendre compte. nous, en créant Sherp, ce qu'on a voulu faire, en fait, au-delà de. Globalement, c'est un cabinet d'expertise comptable, mais on ne veut pas l'appeler cabinet d'expertise comptable parce qu'on veut l'appeler qu'un cabinet de conseil, cabinet de croissance à destination d'entreprise. Nous, on s'oriente vraiment sur les entreprises qui ont envie de développer leur croissance. L'idée, c'est de pouvoir accompagner sur l'expertise comptable, qui est, on va dire, la réglementation. C'est l'aspect légal, l'aspect fiscal, les déclarations, et également l'aspect pilotage financier. Ça, c'est la première brique. Ensuite, on a une brique paye RH. Bon, ça, ce qui est classique aussi au cabinet d'expertise comptable finalement, hein. Le cabinet d'expertise comptable propose souvent cette brique-là. Tu as souvent aussi la brique juridique pour pouvoir faire du droit des contrats, droit du travail, un peu tout ça. Déjà, c'est déjà pas mal, hein, pour pouvoir accompagner un entrepreneur.
Et ce qui manquait du coup, c'est ta partie, Ouais. l'aspect commercial marketing, là-dessus où on peut vraiment apporter énormément de valeur, moi je pense, à un entrepreneur. Et après, ensuite, on ajoutera d'autres éléments en fonction des compétences qu'on va recruter, en fonction des gens qu'on va faire rentrer dans le projet. Parce que le but, c'est aussi de. Moi, en fait, tu vois, ce projet-là, au-delà d'accompagner des chefs d'entreprise, l'objectif ultime, c'est de créer une équipe, pouvoir motiver une équipe chaque matin qui se réveille en se disant aujourd'hui, on va accompagner les entrepreneurs. Et c'est vraiment une aventure humaine, tu vois. Donc, c'est hyper gratifiant déjà de la faire avec toi. Parce que du coup, la confiance est là. Bien sûr. Et vraiment, voilà, tu vois, créer cette aventure humaine avant tout. Se dire, putain, chaque matin, moi, je motive des gens à aller travailler. Carrément. C'est un peu le. Parce que moi, je me pose toujours la question, c'est comment les gens arrivent à se motiver le matin pour aller travailler, tu Ouais. vois. Parce que moi, j'arrive pas à le faire quand je travaille pour quelqu'un. Je comprends. Et donc, en fait, moi, mon objectif ultime, ce serait de dire, les salariés que j'emploie demain sont hyper motivés pour venir travailler avec moi pour cette cause-là, Je comprends. qui est Ouais. Sherp. Et on va vraiment créer la méthode Sherp, quoi. Tu vois, on en parlait, mais pour moi, il y a vraiment un truc à faire avec cette méthode Sherp pour accompagner l'entrepreneur Ouais. sur toutes ces difficultés et faire croître les entreprises de façon pérenne. Trop bien, trop bien. On voit alors, moi ce qui m'a plu un peu justement, et c'est en lien avec ton parcours, c'est que tu as été ouvert sur le fait de. Moi, quand j'ai voulu créer Sherp, j'ai voulu donner cette image un peu start-up, tu vois, au cabinet classique, de par la DA qu'on a mis en place, de par tout l'univers visuel, etc. Et toi, tu as été hyper ouvert là-dessus. Tu n'as pas été justement fermé à ce qu'un expert comptable se contente de faire de base. Et on le voit quand on a fait des levées de fonds, etc. De notre côté, ça a toujours un petit peu bousculé les personnes à qui on a parlé du projet. Carrément. Bien que ça plaise, pour le coup, et c'est l'avantage. Et c'était un petit peu un pari aussi, puisqu'on aurait très bien pu se rabattre sur la partie classique du métier. Mais justement, l'idée, c'est de ne pas faire ce que tout le monde fait, de pouvoir un petit peu bousculer les habitudes et pouvoir nous démarquer un peu sur cette partie-là. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Ouais, carrément. Aujourd'hui, quand on regarde Orthras, on regarde Sherp, on voit que, mine de rien, toute la DA, elle est tournée autour du voyage et de l'aventure, du dépassement de soi aussi, forcément avec le podcast. Toi, tu as quel rapport avec tout ça, de ton côté? Moi, en fait, en soi, tu vois, sortir de ma zone de confort, des fois, j'ai un peu de mal à le faire. Et c'est pour ça que aussi, avec toi, je sais que je vais pouvoir le faire encore plus. Moi, il y a des fois où il y a des moments où je me dis, j'aime bien un peu le confort quand même, tu vois. En revanche, il y a un truc que j'ai toujours aimé faire au-delà du dépassement de soi, en fait, c'est juste faire du sport. Ok. Et tu vois, déjà, c'est un dépassement de soi. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé le sport, que ce soit n'importe quoi, que ce soit regarder le sport ou faire du sport. Et donc je pense que pour moi ça a commencé là, le dépassement de soi. Ouais. J'ai jamais, à un moment donné, jamais je me suis dit je vais commencer à faire des bains froids, tu vois, comme on le fait. Ça n'a jamais été trop mon truc. Moi, ce qui me faisait rêver, et comme je disais au début, c'était gagner de l'argent et vraiment plus rentrer dans les trucs en mode luxe, Ouais. hôtel de luxe, palace. C'est les trucs qui me faisaient rêver parce que, encore une fois, un peu privé quand j'étais Bien petit. sûr, ouais. Et par défaut, du coup, déjà un peu, tu vois, dans cette zone d'inconfort quand j'étais. Même si encore une fois, j'ai pas été privé, mais tu sais, tu voyais toujours les copains, tu te compares toujours aux autres et tu vois toujours des copains qui sont plus riches que Bien toi. sûr, toujours. Tu te compares toujours. Et donc à ce moment-là, tu as toujours un peu ce sentiment d'injustice, quoi. C'est-à-dire, putain, lui, il a ça, un tel, il a ça. Encore une fois, sans me plaindre de ma situation Bien sûr. parce que j'ai eu une enfance incroyable grâce à mes parents qui se sont beaucoup privés. Mais du coup, tu vois, ce fait de se remettre un peu en difficulté à un certain moment, ça te permet d'apprécier encore mieux les moments qui vont arriver. Se dire, tu vois, quand tu es un peu dans difficulté, tu vas à un moment donné, ça va s'arrêter, ce moment difficile, et tu vas vivre des moments qui, par rapport à ce moment difficile, seront Bien sûr. incroyables. Et j'aime bien, il y a un moment donné, j'écoutais un podcast, je sais plus sur qui, où en fait, il demandait à l'auditeur s'il était heureux ou malheureux. Et en fait, tu vois, ça c'est un truc que j'ai eu du mal à positionner. Est-ce que je suis heureux ou est-ce que je suis malheureux? En fait, c'est difficile à dire parce que le malheur, en fait, tu peux être heureux que seulement si tu as connu le malheur. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, tu sais positionner ce qui est dur pour toi. Et donc à ce moment-là, tu vois, quand tu mets un peu dans la douleur, tu peux retrouver le bonheur plus facilement, je pense. Et donc c'est pour ça que moi, à un moment donné, je me suis dit, je vais commencer à me mettre un peu dans ma zone de difficulté en repoussant un peu le sport en allant un peu plus loin, tu vois, faire de plus grandes distances, courir plus vite, faire du sport à la salle de musculation, aussi pour
pour séduire les filles peut-être à un moment donné. Ça on le dira pas. Tu diras pas à ta femme? On le dira pas à ma femme. Mais voilà, tu vois, moi c'est parti de là, tu vois. Toi, je pense que c'est plutôt parti un peu naturellement du voyage, dans le sens où, tu me diras si je me trompe, mais vu que tu es parti en voyage un peu avec ton sac à dos, bah, tu t'es retrouvé malgré toi un peu en zone d'inconfort, même si des fois tu as pu vivre des beaux moments aussi grâce C'est au ça. voyage. En fait, nous, ce qui s'est passé, alors moi j'ai eu de la chance avec ma femme, c'est que de par la première activité que j'avais, on a eu la chance d'aller on a connu un peu ce côté luxe. Ouais. Alors c'est marrant, on était un peu les routes dans le luxe, tu vois, c'est que on arrivait dans des hôtels, dans les hôtels à 5 000 € la nuit parce qu'on était invités et du coup on a pu connaître un peu cette partie luxe que même là je pourrais même pas me payer au jour d'aujourd'hui. Euh, et, et en même temps, quand on a fait d'autres voyages, pour pas le citer, on était en Afrique du Sud, on s'est fait charger par exemple par des éléphants en plein milieu d'un safari. Quand on a vraiment connu la galère, bah, on s'est rendu compte que les souvenirs que tu gardes le plus, c'est les souvenirs que tu as eu en galérant, tu vois. Ouais. Une nuit dans un hôtel de luxe, c'est génial sur le moment, tu es trop bien, tu es super heureux de la faire, mais dans 5 ans, tu l'auras oublié, tu vois. Alors que par contre, une nuit à la Belle Étoile sur un lac gelé par exemple, bah, tu vas pas l'oublier parce que justement, c'est quelque chose qui t'a marqué et qui t'a fait sortir de ta zone de confort. Ouais, c'est vrai. Et donc ça, c'est un truc vraiment qui nous a marqué de notre côté. Et donc effectivement, bien sûr, si aujourd'hui, je peux me permettre d'aller faire 10 jours de vacances dans un hôtel 5 étoiles à 5 000 € la nuit, mais par contre, aller faire une journée d'aventure, je le ferai parce que c'est génial, tu vois. Mais par contre, je trouve qu'effectivement, c'est important d'avoir un juste milieu. Et moi, aujourd'hui, tu vois, maintenant, on a la chance, nous, on a fait vraiment le tour du monde, on a vécu plein de choses différentes, etc. Déjà, je suis super heureux d'avoir vécu ça parce que ça nous a construit. Mais par contre, Carrément. au-delà de ça, tu vois, j'ai un petit peu maintenant ce syndrome de j'ai envie de me lancer plein de quêtes secondaires. On en parlait l'autre jour pendant la rando, tu Ça, c'est vois. intéressant, on va en parler. Parce C'est que... hyper important, tu vois, mais maintenant, tu vois, bon, j'ai fait le Mont Blanc, j'ai envie de cocher plein de cases, tu vois, j'ai envie de un me peu dire. comme un jeu vidéo finalement. C'est ça. Et alors, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est un peu lié. Moi, j'ai une grosse phobie dans ma vie. C'est celle de tomber malade un jour, tu vois. Ouais. C'est celle de mourir comme tout le monde, hein, Du je coup, pense. Mais toi, t'as peur de la mort, quoi. ouais. Et ça occupe vraiment genre mon quotidien vraiment Ouais. très fort, tu vois. Et du coup, j'ai toujours l'impression que, et je pense que ça vient un petit peu de mon déclic de quand j'étais jeune de vouloir voyager parce qu'il y a eu cette vidéo, etc. J'ai toujours envie de profiter tout le temps, et surtout de vivre plein de choses à 10 000 à l'heure. Parce que je me dis, si jamais je viens à mourir à 40 ans, bah, au moins j'aurais fait tout ce que je voulais faire. Ouais. Alors je pense que ma femme, elle doit être un peu, un peu saoulée de tout ça, tu vois, à force. En fait, à chaque fois, du coup, ta vie, elle est à 200 à l'heure, quoi. C'est ça, c'est ça. Et du coup, j'ai du mal de ralentir. Et du coup, j'ai envie de faire des trucs, même des fois qui me paraissent complètement improbables. Et je pense que tu en es témoin, c'est que des fois, j'essaye de vous mettre dans des trucs avec moi, dans des bourbiers pas possibles. Mais tu vois, j'ai fait le Mont Blanc, on a traversé un lac gelé avec ma femme à pied, sous moins 30 degrés en Laponie. On a fait des safaris en autonomie sans guide. Là, j'ai envie de me mettre à l'escalade pour pouvoir un jour monter tout ça tout seul, tu vois. Ouais, ça fout, ça. J'ai envie de faire plein de choses différentes pour me mettre dans l'inconfort et pour avoir un maximum de souvenirs tout le temps. Et par contre, à la fin, effectivement, aller dormir dans une bonne nuit d'hôtel, quoi. Et tu vois, c'est un peu paradoxal parce que du coup, tu as quand même vachement peur de la mort, Ouais, mais tu prends vachement beaucoup de risques en fait, tu vois. carrément. Et du coup, tu multiplies tes chances de mourir, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. C'est hyper Parce contradictoire. qu'en vrai, si on se compare nous deux par rapport à notre acclimatation, on va dire, à la douleur ou vraiment le fait de vouloir se faire mal. Toi, t'aimes vraiment beaucoup te faire mal, quoi. Ouais, Genre, moi, je suis carrément. à niveau 0, toi, t'es à niveau 10, quoi. Enfin, tu prends beaucoup plus de risques que moi. Et c'est aussi, mine de rien, sur l'aspect entrepreneurial, avec Sherp, qui est hyper intéressant parce que moi, je me pose toujours 40 questions avant de faire un truc, que ce soit business ou même, tu vois, je sais pas, gravir un truc. Là, je vais me poser des questions pour pas prendre de risques parce que, je sais pas, je suis plutôt comme ça. Alors que toi, tu prends vraiment une décision. Quand tu as décidé de faire un truc, tu vas le faire, quoi. Et tu prends C'est ça. une décision du jour au lendemain. Et là-dessus, c'est comme ça qu'on est complémentaires. Parce que moi, tu vois, à un moment donné, je vais repousser des trucs. Et toi, tu vas dire. Et c'est pour ça que des fois, tu vois, je te bride pas dans les trucs que tu proposes. Parce que je me dis, en fait, on va y aller, on verra bien ce que ça va amener. C'est ça. Et au pire, on aura fait une erreur. Mais tant pis, quoi. En fait, c'est ça, il faut se dire, effectivement, et je pense que c'est pour ça que c'est bien qu'on est complémentaires, c'est que alors, des murs, je m'en prends plein. Et je pense Ouais. que du coup, peut-être que je m'en prends plus que toi parce que tu es beaucoup plus Ouais. réfléchi. Mais du coup, il y a des fois des murs, j'aurais bien aimé éviter de me les prendre, tu vois. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir quelqu'un d'un peu plus calme et réfléchi à côté et de se dire, bah voilà,
moi j'ai 10 000 idées à l'heure, des fois il y en a qui sont nulles, je me rends compte parce que des fois je prends plus de recul maintenant avec l'âge, etc. Pour peser le pour et le contre. Et donc c'est bien parce que tu me suis un petit peu partout où je veux aller aussi sur cette partie-là. Mais par contre, t'as pas non plus peur de me dire, bon bah là, arrête, Ouais, ou je pense. calme-toi un petit peu parce que ça n'a pas d'intérêt. En tout cas, tu arrives à me le faire comprendre à ta façon et je capte bien quand c'est pas la meilleure En idée étant du siècle. diplomate. Ça, Exactement. j'essaie. Exactement. Mais effectivement, je pense que ce soit dans la vie ou dans l'entrepreneuriat, rien n'arrive par hasard. Et si tu prends pas de risques et si en tout cas tu te poses trop de questions, C'est bah, vrai. tu vas passer à côté de plein de choses et au final, ça va pas être, ça va pas Ouais, être c'est pour hyper ça. intéressant, Moi, je quoi. pense que je suis passé à côté de plein de trucs comme ça, en me posant trop de questions, en repoussant des trucs des échéances. J'aime bien repousser des trucs au lendemain à chaque fois. Et ça, c'est mon plus gros défaut, je pense, de me dire, je me pose des questions et du coup, je repousse tout au lendemain, quoi. Ouais. Et ça, c'est un peu chiant, quoi. Sur ton parcours, toi, justement, si on parle de regrets, etc., sur soit ton parcours entrepreneurial ou même dans ta vie au global, si tu prendrais du recul, est-ce que tu as des choses que tu aimerais changer? Tu sais, le fait de, je sais pas, peut-être vouloir te lancer plus tôt ou, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que Hmm. tu aimerais. Bah, en fait, en soi, c'est. Non, j'ai pas de regrets parce que tu vois de où je pars, on va dire. Ouais. J'ai déjà élevé, tu vois, ma classe sociale, on va dire. Et rien que déjà, c'est déjà satisfait. Moi, tu vois, mes parents sont fiers de moi, Mm. mes amis sont fiers de moi. Je suis resté moi-même. J'ai jamais trahi personne. Enfin, j'ai jamais. Je suis toujours resté fidèle à moi-même. Après, voilà, le chemin a fait que, bah, du coup, mine de rien, tu vois, j'ai quand même la chance aujourd'hui d'être entrepreneur, d'être mon propre patron. Peut-être que ça serait jamais arrivé. En effet, peut-être que j'aurais pu créer une boîte à 20 ans et être multimillionnaire. On ne sait pas. Mais en soi, je me dis que j'aurais pu être dans une situation bien moins intéressante que celle-ci. Là, aujourd'hui, moi, j'ai un métier qui me plaît. On fait des voyages de fou. Vraiment, je suis épanoui, tu vois. Et rien que pour ça, j'ai pas de regrets. Ok. J'ai pas de regrets. Je me dis, il y a encore plein de trucs à faire. 28 ans, c'est quand même assez jeune pour lancer une boîte. Euh, Tu vois, le diplôme d'expertise comptable, rien que ça, c'est des diplômes généralement qui s'obtiennent à partir de 30 ans, plutôt Ouais. 32 ans. Il y en a qui les obtiennent à 40, 50 ans. Moi, l'objectif, c'était de l'avoir avant 30 ans. Je l'ai eu à 28 ans. Là, je lance une boîte avant 30 ans. Et moi, le but là, c'est au-delà de la richesse financière aussi, parce que il n'y a pas que ça. Maintenant, je suis vraiment attiré par le fait de pouvoir mêler vie pro et vie perso. Et comme je t'ai dit, vraiment pouvoir créer un espèce de mouvement autour de l'entrepreneuriat, au-delà de juste le cabinet d'expertise comptable, mais pouvoir un peu marquer mon empreinte, l'aspect entrepreneuriat, création d'entreprise, avec Sherp et puis avec d'autres initiatives qu'on aura au fur et à mesure, tu vois. Ce serait quoi ton objectif final? Genre, tu te dis là, j'ai fini le jeu, que ce soit dans ta vie perso ou Ouais, également dans ta vie pro, du coup. ouais, c'est dur comme question, hein. L'objectif final, en vrai, l'objectif final, ce serait de pouvoir me dire, juste, tu vois, déjà financièrement, je dépense sans compter. Ouais. Pas forcément, mais juste t'arrêtes de regarder les prix. Déjà pour moi ça c'est un objectif. À partir de là, c'est que tu as vraiment atteint un niveau de richesse et tu vois, ça fait encore référence à l'aspect de liberté. Mm. C'est de se dire tu es libre de prendre ce que tu veux. Ouais. Après, je dis pas que je vais acheter 3 Ferrari et 4 Lamborghini, hein, parce que loin de là, moi je suis très peu matérialiste. J'ai besoin de très peu acheter de trucs en fait finalement. Je préfère me nourrir plutôt de souvenirs et de moments comme celui-là. Donc déjà, tu vois, financièrement quand même, si on devait prendre un point, ce serait celui-là. Et après, c'est de me dire, je suis en bonne santé et je fais un peu ce que je veux. Et puis sur l'aspect entrepreneuriat, j'ai quand même cette envie d'avoir une reconnaissance un peu à je veux dire, niveau national Ouais. sur l'entrepreneuriat français. Ok. Et de me dire, quand on parle d'entrepreneuriat demain et quand on parle de conseils aux entrepreneurs, on pense à Sherp Ouais. avant et on pense à son fondateur potentiellement qui sera nous deux du Bien coup. sûr, ouais. Ça, ce serait l'objectif ultime, quoi. Trop bien. Trop bien. Et toi? Euh, Putain, c'est dur. Ouais, C'est pas ouais, facile c'est comme dur. question. Je dirais, d'un point de vue professionnel, moi je dirais que effectivement quand on pense à Sherp, en tout cas qu'on ait laissé une trace quelque part, un petit peu comme toi, tu vois, Ouais. pas juste être un cabinet parmi tant d'autres. Et c'est un peu justement particulier parce qu'on ne crée pas un logiciel, on ne crée pas une marque, on ne crée pas tout ça. Mais par C'est sûr. contre, d'avoir laissé une empreinte, tu vois, ma créativité et tout ce que j'ai pu faire, que ça puisse se ressentir dans le boulot. C'est un petit peu ce que j'ai voulu faire en mettant toute cette DA autour du voyage et de l'aventure et de tout ce que ça communique derrière. C'est de se dire, bah voilà,
quand on parle de Sherp, on ne parle pas de n'importe quel cabinet. Ça, ce serait vraiment un accomplissement perso. Au-delà de l'aspect financier, voilà, j'ai envie forcément que la boîte elle tourne et que nous on puisse se concentrer le plus possible sur la partie développement, enfin en tout cas tous nos objectifs globaux. Mais voilà, c'est de se dire, Simon et Kevin, ils ont créé un cabinet. Simon il vient pas de cet univers-là de la comptabilité et pour avoir parlé avec différents comptables, dont un de nos meilleurs amis, etc. C'est pas quelque chose encore une fois de commun et de logique dans mon parcours d'arriver dans ce métier-là et de se dire un petit peu comme le fondateur de Penny Lane Ouais. chez qui tu étais, se dire il vient pas du métier, mais par contre il a réussi à laisser quelque chose et en tout cas à changer Puis il a une cassé partie les de codes, cette quoi. vision. Il a cassé les codes. Genre casser les codes, c'est vrai que, tu vois, moi j'ai jamais trop voulu casser les codes. J'aime bien me faire toujours un peu discret, tu vois. J'ai toujours été celui qui se fait un peu discret, qui se met un peu dans le moule pour pas faire de vagues et voilà, pour rester un peu dans l'ombre. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai quand même cette envie de vouloir casser les codes à Ouais. un moment donné et de se dire, bah, je suis reconnu un petit peu pour avoir justement cassé à un moment donné bah, une espèce d'habitude, d'avoir un peu bouleversé les gens. Ça, c'est un truc qui m'intéresse, tu vois. D'un point de vue perso, sinon en termes d'objectifs, je dirais très simple. Nous, pour l'anecdote, avec ma femme, on est parti 2 semaines dans une famille canadienne il y a Ouais. 2 ans. On est tombé dans une famille qui était géniale. Ça paraît bête, hein, mais famille très saine avec des enfants très bien élevés qui vont à l'église tous les week-ends. Ouais. Qui le week-end vont faire du week-end avec papa maman et qui adorent partir avec eux un peu à l'aventure, tu vois. Mais partager en tout cas cette passion avec ma famille plus tard et puis qu'ils soient fiers de moi. Je pense stylé. tout simple, tu vois, pas très matérialiste comme toi, mais Ouais. avoir une vie saine et sans trop de tracas Ouais, derrière, je quoi. vois. Mais Trop ouais, stylé. hyper bien. Stylé. Dernière question, moi, pour toi. Vas-y. Tu as accompagné plein de startups du coup avant, etc. C'est quand même aussi un peu la base de Sherp, c'est un petit peu la cible qu'on a, même si Ouais, on s'adresse à bien tout le sûr, monde, mais tout à on fait. aime bien en tout cas travailler avec ce type de Mm. projet-là. Si tu avais un conseil pour quelqu'un qui souhaite créer n'importe quel type de boîte, que ce soit une start-up, un magasin de bonbons, en tout cas quelque chose pour se lancer et le faire correctement. Alors, j'ai une réponse bateau, mais je vais la faire quand même. Et je veux dire, c'est lancez-vous. En soi, potentiellement, il y aura un échec, mais l'échec est toujours hyper formateur. Mais sinon, au-delà de ça, moi, ce que j'aime bien faire et ce que j'ai fait pour Sherp, c'est de viser loin. Viser loin, se dire vraiment ce qu'on a envie d'apporter en tant que personne. Ça permet pour moi de réfléchir toute la stratégie, étape par étape, se dire moi ici à 3 ans je veux être là et se positionner comme ça des objectifs plutôt à court terme. Parce que quand tu te lances dans une boîte, au final tu sais pas trop. C'est comme quand on te demande de faire un prévisionnel sur 3 ans, quoi. Compliqué de se Bien projeter à sûr. 3 ans. Moi ce que je recommande aux entrepreneurs qui veulent se lancer, c'est de se dire bah voilà, peser le pour et le contre de ce que vous avez à perdre déjà à date. Généralement vous verrez que vous avez plus à gagner qu'à perdre. Et déjà là ça sera un bon indicateur pour vous lancer et de se dire, bah voilà, à 6 mois, si je me lance aujourd'hui, finalement, euh, qu'est-ce qui pourrait m'arriver en mal et qu'est-ce qui pourrait m'arriver en bien. Et là, à ce moment-là, vous aurez déjà des éléments de réponse pour se dire, bah en fait, il faut que j'y vais, quoi. Donc, ouais, ce serait ça mon conseil. Se Trop dire, à 6 mois, posez-vous la question de qu'est-ce qui peut vous arriver de si dramatique Ouais. en vous lançant et en créant votre boîte. Alors, c'est un peu ce que je me suis dit nous, quand on s'est lancé, c'est qu'on a quand même un pays dans lequel on a de la chance et qu'on a vachement insisté, on va Ouais, pas bien se sûr. mentir. Si tu réfléchis bien, tu as plein d'aides différentes sur lesquelles tu vas pouvoir te Carrément. baser, etc. Et au final, on est quand même des gens qui prennent très peu de risques. C'est-à-dire que typiquement, on peut très bien se permettre pendant 6, 8, 10 mois d'entreprendre, de faire le point. Si ça se passe mal, on a quand même la santé qui est prise en compte. Potentiellement, on peut avoir des aides avec le chômage, etc. Donc on prend très peu de risques, à part perdre un peu au niveau des revenus. Et au pire des cas, ça va pas, on peut retrouver un boulot derrière. Ouais, Et c'est ça. c'est pas trop compliqué, quoi. L'idée, c'est de se dire, dans tous les cas, vous arriverez à rebondir, quoi. Je veux dire, si vous vous lancez dans une boîte, dans une création d'entreprise, c'est que déjà vous avez des compétences et vous avez du courage. Ouais. Et donc, en fait, moi, j'ai aucun doute sur le fait que même si votre projet échoue, vous retrouverez du boulot derrière. Enfin, moi, j'ai vu plein de porteurs de projets, en effet, échouer. Ils sont pas morts avec leur boîte, hein. Ces gens continuent à vivre. Au pire, ça leur fait une bonne expérience. Et même pour l'anecdote, je vais te donner une anecdote sur un porteur de projet que j'avais accompagné, sans donner le nom, mais j'accompagne une start-up qui se lance. Où voilà, tout se passe plutôt bien au début. On fait les démarches de création d'entreprise, on les aide sur le financement, etc. Ils sont deux, c'est un homme et une femme. Et bon, ça décolle, c'est difficile
Ça décolle difficilement, mais ça décolle difficilement, peu de ventes. Et 3 mois après le lancement, j'ai un coup de téléphone de la femme. Donc ils étaient à 50% sur le projet, hein, mari et femme. Ouais. Elle m'appelle, elle me dit, bon là on a un gros problème, mon mari, un tel, est incarcéré pour X années. Oh ouais, d'accord. Ah ouais, le Et tournant. en fait, au-delà du... Déjà moi j'étais... alors la situation, je peux te dire que je l'avais jamais eu, j'avais jamais eu à la gérer. Falloir gérer ça tout seul après. Donc compliqué parce que lui du coup était président de la boîte, donc c'était un peu lui qui avait tous les droits, Ouais. même si elle avait 50% du capital, veut dire elle n'avait pas le pouvoir de signature, etc. Donc compliqué. Mais au-delà de cette anecdote-là, c'est la résilience de cette femme-là, avec 2 gosses en bas âge, En plus, ouais. son mari en prison pour X ou Y raison, j'ai jamais creusé, Bien sûr, hein, ouais. ça me regardait pas trop, mais voilà. Une boîte sur le dos, donc finalement qu'on a liquidé, hein, parce qu'elle n'arrivait pas à gérer. Mais elle avait une force de courage, elle était hyper optimiste. Moi j'étais abattu pour elle, je te jure, j'étais abattu. Et elle était là, elle était à fond, elle disait ouais, c'est pas grave. De toute façon, moi, je vais retrouver un boulot à 80% là. Et puis, il y a aussi des associations qui aident, ça, il faut l'avoir en tête, après un échec, qui vous aident à remonter, Ouais. remonter la pente et à vous réinsérer dans le monde professionnel si vous avez des difficultés. J'ai plus les noms en tête, je les mettrai peut-être dans la description description, des épisodes. Mais il y a ce genre d'association qui existe. Et pour vous dire, vous voyez, cette personne-là, je pense que c'est le pire qui puisse nous arriver, quoi. Et pour autant, elle a réussi avec ses enfants à ensuite remonter la pente et rester optimiste. Trop Donc ça, c'était une belle leçon de vie, quoi. Trop bien, trop stylé. Trop stylé. Bah écoute Kevin, merci beaucoup. Ce que je te Merci à toi. propose pour qu'on clôture ça, bon, on est au Canada quand même depuis une semaine. Ouais. Pour que les gens sachent, ça fait une semaine qu'on fait des bains froids tous les jours. On avait un peu préparé ça avant, on va pas faire comme si de rien n'était. On a préparé chacun des questions. Celle-là, elle va être froide, hein. Ouais, ça va être dur. On a préparé des questions sur lesquelles il va falloir répondre très très rapidement. Pour pimenter un peu de ça, on va le faire dans le lac derrière nous. Je pense que Chi va être un peu moins frais que celui qu'on a fait hier. Tu penses moins frais qu'hier? Mais ça va le faire. Ouais, Donc, je pense que celui-là va être moins frais, ouais. ce qu'on fait, on fait une petite pause et Allez, puis on On se récupère les retrouve autres en maillot de bain. en maillot de bain. Allez. Oh là là, elle va être froide celle-là. Oh oui. Et puis il faut aller loin, en plus pour que ce soit profond Je là. pense qu'on va se mettre accroupi directement. Oh, Ok, oh, oh. on va y aller à 3. 2, 1, 2, 3. 3. Ok, ok. Il va falloir faire trop de bruit. Allez, vas-y, je te laisse commencer les questions. Allez, t'es prêt mon bonhomme? Vas-y. Alors c'est simple, des questions, tu réponds par A ou par B. Ok. Lever 10 millions d'euros ou rester 100% indépendant? 100% indépendant. Avoir toujours raison ou toujours apprendre? Toujours apprendre. Putain, c'est dur. Un associé exceptionnel ou une idée exceptionnelle? Un associé exceptionnel. Ouais, C'est pour toi, t'as celle-là. raison. Prendre une décision rapidement ou attendre d'avoir toutes les informations? Prendre une décision rapidement. Ok, dernière. Échouer publiquement ou ne jamais oser te lancer? Échouer publiquement. Ok. C'est froid. C'est froid, c'est froid. Alors, allez, là, je te fais 5 autres questions. Vas-y. Tu réponds par oui ou par non. Est-ce que tu penses que la chance joue un rôle majeur dans la réussite? Oui. Est-ce que tu crois qu'un bon entrepreneur doit savoir mentir un petit peu? Oui. Beaucoup même. Est-ce que tu serais capable de partir seul, sans plan, en pleine nature? Oui. Forcément. Est-ce que tu as déjà douté sérieusement de notre projet? Non. Bonne réponse. Et toi? Non. Dernière question pour toi. Tu survivrais plus longtemps que moi dans une situation extrême? Oui. J'avoue. Ok. Allez. Ça va être à ton tour. Je suis obligé de mettre mon téléphone comme ça, mais c'est parce que sinon on n'entend pas le. Vas-y mon bonhomme. Toi, ça va être des questions rapides. Ça Ok. va, il y a du oui et du non, ou alors plusieurs réponses. C'est toi qui vas choisir. Ok. Est-ce que l'IA va supprimer la compta? Oui. Investir ou épargner? Investir. Start-up ou cabinet? Start-up. Mathieu Blanchard ou Clem Guicourt? Ah. Putain, c'est dur ça. Clem qui court. Montagne ou plage? Montagne. UTMB ou Marathon de Paris? UTMB. Études plus important que l'expérience ou pas? Non, pas plus important. Pareil. Gravir l'Everest ou arrêter la compta? Gravir l'Everest quand même. Foncer tête baissée ou anticiper?
Anticiper. Confort ou aventure? Ah, un peu d'aventure et puis du confort. Sport ou entrepreneuriat? Pareil, un peu de sport et un peu d'entrepreneuriat. C'est-à-dire Non, à choisir en vrai, putain, c'est dur quand même. Mais je préférais le sport, ça me suit depuis trop longtemps, donc je dirais sport quand même. Sherpa international un jour ou pas? Peut-être. Est-ce qu'un jour on fera un événement avec l'un de nos clients dans un lac gelé? Oh, bah bien sûr que oui. Voilà, c'est bon pour moi. Let's go. Putain, elle est fraîche, hein. Elle est bonne, elle est bonne. Merci infiniment d'avoir partagé ce premier épisode avec nous. Nous vous donnons rendez-vous dès la semaine prochaine avec l'épisode de notre premier invité qui a décidé de faire l'aller-retour jusqu'en Laponie en vélo pour les enfants malades. En attendant, si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et surtout nous permettre de recevoir d'autres invités exceptionnels. A très vite!